Moi, je fais plein de trucs écolos dans ma cuisine, donc c'est là que je fais ma lessive. Ouais. J'adore cuisiner. J'ai plein de composts différents. Donc, mais il y a un objectif d'autonomie dans ce système-là. Ouais, d'autonomie et surtout de pas créer des déchets, quoi. Enfin, moi, par exemple, quand je vois des épluchures et tout, je les vois pas du tout comme des déchets maintenant. Tu vois comme des locataires? Est-ce que tu leur demandes de payer? Non, ça moi dit, mais t'es super pour l'environnement. Salut, c'est Pablo Mira, l'humoriste, chroniqueur, muse, pour certains sculpteurs. Ce que vous voyez là, c'est mon tout nouveau format dans lequel je reçois un invité, une invitée, et avec qui je reviens sur son quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type, du réveil au coucher? Ça commence tout de suite, c'est le premier épisode, et ça s'appelle Son quotidien. Swan? Oui. Je suis très très content de t'accueillir ici aujourd'hui pour 2 raisons. Mais c'est des raisons en fait qui ont créé de la jalousie chez moi, donc en fait il y a un tiraillement, il y a une dissonance. L'engagement, parce qu'on va le voir, tu es quelqu'un mine de rien d'assez engagé, et je trouvais ça extrêmement louable et je m'en suis voulu. Je me suis dit, oh mon Dieu, elle est hyper engagée, elle est en cohérence avec ses paroles, ses actes, tout est cohérent, et moi en fait je suis une merde, donc ça m'a pas mis bien. Non mais je suis désolée, c'était pas du tout le but de mon engagement. Mais c'est une qualité, je pense que qu'on va voir ressortir au quotidien. Et le côté autodidacte. Visiblement il y a ça dans tout ton parcours, et juste sur le côté autodidacte, c'est quelque chose que tu as toujours été, c'est une qualité d'esprit que tu as toujours eu ou pas? Bah alors c'est gentil, déjà merci de commencer cet entretien en me flattant. Autodidacte, alors c'est vraiment très gentil de le dire comme ça, moi je dirais plutôt impossibilité de travailler avec plein de gens. C'est peut-être la misanthropie qui oui voilà c'est ça, c'est beaucoup le fait d'être autoritaire et de vouloir tout contrôler. Mais je pense que j'ai réussi à le tourner en qualité. En fait, au début, ça matchait pas avec telle personne, ça matchait pas avec telle personne. Puis je voulais faire mes trucs, et puis les gens ils faisaient pas ce qu'ils voulaient avec mon argent. Donc en fait, je me suis dit mais en fait, je suis productrice. Enfin, tu vois, c'est venu comme une évidence. Et apparemment, quand j'étais bébé, c'est ce que disent mes parents. J'aurais produit un spectacle. J'ai investi de l'argent, j'ai ouvert une SARL et tout. Enfin, mais très très tôt quoi. Non, mais quand j'étais bébé, apparemment, j'aimais pas trop qu'on m'aide à jouer, à faire mes trucs. Je voulais vraiment faire mes trucs toute seule, et je poussais les adultes, je me mettais dos à eux quand ils essayaient de m'expliquer comment marchait un machin et tout. Donc je dirais que oui, ça fait longtemps que ça me travaille. Tu as cette qualité. Si jamais tu veux, tu peux faire cette interview toute seule, hein, si vraiment tu as envie. Hein. Pardon, j'ai trop parlé. Non, mais c'est vraiment, si moi je suis pénible, je peux vraiment partir et te laisser les rênes en femme autodidacte. Mais non, je me tais alors. Swan, on va commencer par une première question de base toute simple. Qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui à 11h27? Je demande ça à tous mes invités. À 11h27, je finissais un cours de mobilité articulaire. Donc, voilà, ça nous rajeunit pas. De mobilité articulaire. Ouais. Alors, comme son nom l'indique, j'imagine que ça implique des rotations. Ouais, c'est genre, en fait, hanches. C'est vraiment pour les personnes qui sont blessées à la base. Moi, je suis pas du tout blessée, mais c'est genre, tu fais comme ça, comme ça, mais un peu, en façon un peu plus professionnelle. À quel point c'est proche de la rééducation pour les gens qui ont eu un grave accident? C'est très proche. Ouais. Tu rééduques absolument tout ton corps en permanence dans le but de prévenir la blessure. Ça arrive à peu près vers 31-32 ans dans la vie de quelqu'un. Mais tu payes pour ce genre d'assistance au fait? Ouais. Ok. J'adore. Non mais c'est vraiment un sport que j'adore. Mais c'est vrai que c'est pour les personnes un peu plus âgées d'habitude. On peut dire que c'est un sport ou pas, la mobilité articulaire? C'est un sport. Ça mélange Je suis en train de me justifier. Non mais vas-y, y a pas C'est un sport doux. Ça mélange la souplesse et la muscu. J'ai l'impression que le mot doux qu'on a rajouté après, c'est pour éviter de dire non. C'est un non-sport, on a préféré dire c'est un sport doux. Attends, tu dis pas aux gens que juste avant t'as attrapé tes fiches sur la table et t'as dit je suis essoufflé. Tu devrais faire de la mobilité articulaire. Ce moment n'a jamais eu lieu. C'est du négationnisme ce que tu fais. Si à 11h27 t'avais été en mobilité articulaire, tu n'aurais pas été essoufflé. Tu m'as vu essoufflé là à l'instant? Non, et c'est vrai que techniquement là il y a un croisé, on sent que les hanches au fait mobilité des hanches. Elles peuvent aller assez loin. Parce que si je fais du manspreading comme j'adore faire, les genoux écartés, tu vas avoir ma culotte. Donc, ouais, ça peut être peut-être un moyen de lancer le format. Bah ouais, de provoquer le buzz sur le web. Bien sûr. Les gens disent encore le buzz ou pas? Non. Dans les gens que tu peux rencontrer dans le YouTube Game, est-ce qu'il y a encore des gens qui disent le buzz? Bah moi, mais par erreur. D'accord. Et je vois le visage des millennials Des millennials? Ouais. J'ai dit millennium hier sur scène. Les millennials? Ouais, j'ai dit, laisse tomber. Ouais. Les millennials, ouais, tu les vois qui pâlissent quand tu dis buzz. Ça existe plus le mot buzz. Ok. Est-ce que ça a existé aux États-Unis? Non, je pense que c'est les Français qui l'ont inventé. Ça n'a pas existé. Je pense que ça a juste existé dans Toy Story et qu'à un moment donné, ils ont récupéré Buzz et ils ont dit on va en faire un phénomène de société. Ma première question, enfin plutôt ma deuxième question, qu'est-ce que tes fans à toi, les
péricisous, je sais pas comment on peut les appeler. Ouais, les périssés. Les périssés. Attends, et qu'est-ce qu'ils s'imaginent de ton quotidien? Ouais, je pense qu'ils imaginent que je suis une femme, une tombeuse. Ça ne se dit pas, hein, malheureusement, à partir d'un certain âge. Ça se disait, on peut utiliser l'imparfait pour... Non, mais je pense qu'ils pensent que j'ai une vie sexuelle très épanouie, que je suis tout le temps à draguer à droite à gauche, etc. Parce que ma comédie, pendant longtemps, a été vraiment basée sur mes relations avec les hommes. Je fais beaucoup de blagues sur le sexe. Ouais. Je trouve que c'est un endroit qui est... politique et aussi, enfin le sexe, et aussi c'est un endroit où tu peux faire des vannes plus faciles parce que tout le monde s'identifie un peu aux histoires de sexualité, et en réalité c'est pas du tout mon quotidien. Je suis pas du tout une énorme dragueuse, j'ai très peu de relations. Quand je raconte, hier il m'est arrivé ça, en fait c'est un truc qui m'est arrivé il y a 3 ans que je scénarise et tout, donc c'est pas vraiment un mensonge, mais je pense que j'ai été cette femme à homme et je le suis plus du tout. Et est-ce que tu peux avoir l'envie, là, en ce moment, d'aller vers un truc un peu plus véridique dans ce que tu vas raconter sur scène à propos de ta vie sexuelle? Ouais, bah, tu vois, je mens pas, hein, aujourd'hui, ce que je raconte sur scène, sur mes aventures sexuelles et tout, c'est tout à fait vrai. Mais, vu que la quantité d'histoires et de sujets que j'ai abordés, il y a beaucoup de trucs sexuels. Mais que tu les ramasses, sur 10-15 minutes, voilà. Les gens ils pensent que c'est que ça. Exactement. J'ai pas l'impression de mentir ou de pas être en phase avec moi-même, mais j'ai une vie quand même. Enfin moi, en ce moment, bah tu le sais très bien, mais quand t'es humoriste, t'es tout le temps, soit sur scène à Paris, ce qui est ok, mais soit en tournée où c'est très fatigant. Donc moi, je suis dans une quête de routine. Ah. Et ouais, de légumes, de méditation, de couper le téléphone. De faire du sport, de faire de la couture, enfin des trucs vraiment qui sont pas du tout, qui correspondent pas du tout à ma vie de star et de femme exubérante qui raconte ses histoires de cul, quoi. Donc, et voilà. À l'inverse, tes haters, ils peuvent s'imaginer quoi de ton quotidien? Les haters, je pense qu'ils imaginent la même chose, sauf qu'ils trouvent ça dégradant pour une femme de multiplier les partenaires, etc. Tu vois, les femmes pensent que c'est s'empouvoirer, de parler comme ça, libérer et tout. Et les haters, ils se disent c'est qui c'est de traîner, et du coup, je veux encore plus qu'ils pensent que c'est mon quotidien. Okay. On va attaquer par le réveil. Le réveil, ta première pensée quand tu te réveilles, c'est quoi généralement? Qu'est-ce qui revient régulièrement? C'est quoi? C'est Nick le patriarcat. Tiens, qu'est-ce qui devient Gérard Depardieu? Il n'y a pas de nouveau film. Qu'est-ce qui devient? C'est quoi les premières pensées qui au réveil? Et je veux de l'honnêteté, hein. Gérard Depardieu. Alors non, ma première pensée c'est quoi cette sonnerie horrible, parce que donc j'ai arrêté de prendre mon téléphone dans le lit, parce que je fais partie des gens qui ont besoin d'écouter des podcasts pour dormir, qui regardent les réseaux sociaux la nuit. Enfin, tu sais, j'ai un rapport très malsain avec les écrans. Donc, j'ai demandé à ma meilleure amie de m'offrir un vrai réveil qui fait tic-tac, tic-tac. À l'ancienne. À l'ancienne. Ouais. Comme ça, je mets pas mon portable du tout dans mon lit. Et c'est insupportable, la sonnerie. Tu sais, c'est la sonnerie du truc qui fait... Ouais, vraiment, c'est du 130 décibels. Donc aigu. je me dis qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que je fasse ce choix, quoi. À quel moment j'ai fait les mauvais choix? Ouais. Alors j'aurais pu mettre ma musique préférée sur un iPhone et scroller sur Insta et perdre 7 heures de vie dès le début de la journée. Ton spectacle, il s'appelle Calme. Ouais. Est-ce que dans ton début de journée, il y a du calme où on commence tout de suite avec le réveil, mais tout de suite avec du seum, avec de la colère, avec une envie de bagarre? Non, ma journée elle commence très calme. Ah. Je pense que c'est un luxe incroyable aussi quand t'as pas d'enfants. Ouais. J'y pense tous les jours parce que tu sais j'ai 34 ans, donc la pression de la société pour avoir des enfants est très présente. Et donc là j'essaie de profiter de tous mes moments sans enfants au cas où un jour ça arrive par inadvertance. Et là t'en es où dans tes envies d'enfant? Je suis persuadée de pas en vouloir, mais forcément je commence à réfléchir très sérieusement parce que tu vois, tu peux avoir des enfants encore pendant 5 ans quoi quand t'as 34 ans. Ouais. Donc je suis à 95% sûre que je veux pas avoir d'enfant, mais t'as toujours ces 5% qui viennent. Et tu parlais de pression, et c'est marrant parce que moi je veux pas d'enfant. Je l'ai dit une fois publiquement et on m'a envoyé beaucoup de messages de bravo Pablo, c'est dur. Ah oui, c'est ça. Et machin. Les femmes c'est des vipères quoi. Et un peu. Et je pense que pour les nanas c'est 17 fois plus dur de pas vouloir d'enfant que quand t'es un homme. C'est clair. Et là tu ressens vraiment en ce moment concrètement de la pression? Ah ouais vraiment. Mais je pense que tu sais, je suis allée chez ma gynéco il y a pas longtemps et là elle m'a dit de congeler mes ovocytes. Ouais. Elle m'a dit it's time quoi. Mais parce que je lui ai dit j'ai un petit doute.
Et moi, si tu veux, il y a 2-3 ans, j'ai donné mes ovocytes. J'étais là, ouais, je vais rien en faire. Dans la rue comme ça, c'était, il y avait une petite échoppe. Ouais, il y j'ai avait fait un Tupperware d'un mec qui sûr. avait passé la nuit. C'était je lui ai cookies donné. ou ovocytes, vraiment. Je lui ai dit, tu vas pas partir sans rien. Attends, je te prépare un petit. C'est bien. Ouais, donc si tu veux, il y a 2 ans, moi j'étais là, j'en ai trop, j'ai donne au monde et tout. Puis là, il y a ma gynéco qui dit, faudrait peut-être penser à vous. C'est un peu stressant. Bah ouais, j'ai la pression. Après, j'ai pas la pression médiatique parce qu'encore une fois, je me suis jamais. Enfin, moi, ça fait des années que je dis publiquement que je veux pas avoir d'enfant. Donc, je pense que les gens se sont jamais projetés sur Swan, la mère. En tout cas, oui, il y a pas le choc de la révélation voilà, que ça pourrait être et tout ça. Mais je crois que c'est Salomé Saké qui en avait parlé sur un plateau télé qui a été incendié. Enfin, qui en parle dans son livre aussi. Et à plus ou moins la même semaine que Thomas Pesquet. Pasquet, c'est ET. le pain et je crois qu'il aime pas les brioches. C'est une forme de viennoiserie qu'il déteste, je crois. Bah lui, il a dit ça. Il a dit, ma vie d'astronaute n'est pas compatible avec la vie de famille. Tout le monde lui a dit bravo. Et Salomé Saké, elle a dit, je veux pas d'enfant. Ils ont dit, ferme-la, t'es pas astronaute. Ouais, c'est ça. Et tes sangs, ça sert à quoi? Voilà, c'est ça. Et dans les raisons qui font que tu veux pas d'enfant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des trucs altruistes, des trucs plutôt égoïstes, c'est une question de temps, d'énergie, Ouais, je pense question de temps et d'énergie, quoi. Je sais pas, je vois pas mon quotidien, j'ai jamais fantasmé ça. Je trouve pas que les mères, les femmes enceintes, ça me fascine pas, les bébés, ça me fascine pas. Les enfants, t'aimes pas les enfants? C'est pas que je les aime pas, c'est que je les déteste. C'est que je les déteste. Non, mais moi, je me vois très bien être la copine sympa qui garde les enfants de temps en temps, tu vois, des amis. Par exemple, quand je vais chez mes sœurs, je traîne avec leurs enfants, quoi. Oui. Tu vois, j'arrive, je me mets sur le canapé avec les enfants. On t'a déjà confondu avec une de ses enfants ou pas à un moment donné? Bah non, c'est ma sœur. Bah non, mais par contre, je me comporte comme une enfant. Quand je vais chez mes sœurs, je me dis pas, bon, bah, je peux t'aider à faire les courses ou à faire à manger. Je vais sur le canapé avec les enfants, ouais. Ouais, c'est ça. Je vais jouer, genre, au Lego, regarder des films. Ma nièce, elle a 15-16 ans, là, donc elle est à fond dans le maquillage, la mode et tout. Donc quand j'arrive, je traîne avec elle et ses copines ados, je lui demande de me maquiller et tout. Je suis une grosse gamine, en fait. Mais est-ce que c'est pas ça aussi, peut-être en partie, parce que doit y avoir plusieurs raisons pour produire un non-désir d'enfant, c'est de peut-être la peur, à tort ou à raison, de perdre un peu un esprit d'enfant en ayant soi-même. Ouais, parce qu'il y a une telle responsabilité, quoi, d'avoir des enfants. On peut plus avoir de les. Je sais pas, je l'ai pas conscientisé comme ça, mais je pense que c'est pas rationnel d'avoir des enfants. Tu te dis pas à un moment, je veux pas dormir, je veux sacrifier tout, etc. Je pense que c'est vraiment dans l'impression, l'envie, aussi j'allais dire le charnel, parce que j'ai traîné, tu vois, j'ai traîné avec des bébés de 1 an. Laisse-moi finir cette phrase. Parce que on avait un gang, on était à Belleville, on faisait des braquages. J'ai une copine qui a eu 2 jumeaux de 1 an, j'ai eu la chance de passer un mois avec elle cet été. Donc j'étais vraiment tout le temps avec les enfants, j'adorais. Donc je trouve qu'il y a quand même un truc de câlin, d'effusion d'amour, un truc viscéral, vraiment avec un petit animal, voilà, un truc viscéral, exactement. Et ça, je ne l'ai jamais ressenti encore pour avoir un enfant, tu vois. Ok. On avance dans la journée. Il y a eu le réveil. Bon, il y a eu du seum, machin, et puis après du calme parce que t'as le luxe de pouvoir commencer calmement les journées. C'est tout con, mais je me suis posé la question du petit déj. Ouais. Est-ce que t'as un petit déj de gauche? C'est vraiment, je me suis posé la question parce que t'es très engagé. Il y a de l'idéologie et tout ça. Et je me suis dit, est-ce que ça s'exprime à un moment donné sur le bol de céréales? Ouais, c'est abusé, ouais. C'est vrai ou pas? Ouais, t'as un petit déj de gauche déjà? Ouais. Ouais, c'est abusé. Non, mais en vrai, le vrai petit déj de gauche, ça serait le petit déj écolo. Donc ne pas prendre des produits qui viennent de très loin, tu vois. Ouais. Donc je sais à quoi il ressemble, mais j'arrive pas à le faire. Donc pas de café, parce que le café ça vient de hyper loin, ça pollue énormément. Donc pas de café. Si, je bois un café. Je te dis juste le petit l'idéal, déj écolo, idéal, donc voilà. pas de café. À la place du café, tu peux remplacer par des tisanes et non pas du thé, parce que le thé c'est super polluant aussi, hyper chiant. Pas d'air. Je crois qu'il y a pas l'air, ça peut venir de loin en fait. C'est ça. C'est des fruits de saison. Oui. Donc en hiver des poires, des pommes, c'est des purées mais pas des purées de cacahuètes, ça va être genre de la purée de sésame. Allez, ça devient extrêmement agressif comme petit déjeuner. Ça c'est non. Sur des tartines, des trucs comme ça. Et des noix qui poussent en France. Donc pas des noix de cajou, mais plutôt pas des noix de cajou, pas des noix de pécan, mais plutôt des cerneaux de noix, tu vois. Je suis très triste parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai non seulement un petit déjeuner de droite, voire reconquête. En termes d'exploitation de la mondialisation, je suis
je suis à un niveau intersidéral. Bon, ça, c'est quand je suis déter. En Ouais. réalité, je fais un petit déjeuner à l'anglaise, un peu genre des œufs, des tartines, Une de perruque. beurre. Ouais, c'est ça. Et C'est- ce truc-là, j'ai l'impression que ça revient un peu souvent, un peu sur scène, mais surtout dans les podcasts que tu fais, l'écart qu'il peut y avoir entre le mode de vie idéal qui correspond à tes valeurs, à ta vision du monde, et la réalité, Ouais. la difficulté que c'est à concrétiser au quotidien. Ouais, Ça, c'est c'est un ça. truc qui te travaille un peu ou pas régulièrement? Bah ouais, carrément. Et c'est pas que moi qui l'ai inventé, c'est, tu sais, les rapports du GIEC qui le disent, etc. En fait, les gens, ils ont envie de plus d'écologie, ils ont envie de mieux manger, d'être en meilleure santé et d'avoir un super avenir pour leurs enfants. C'est juste que c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on va au supermarché, on prend ce qu'il y a de pas cher, ce qu'il y a de bon, ce à quoi on nous a habitués. Je te donne l'exemple du vélo. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui font du vélo, notamment dans des grandes villes Ouais. ou même dans des pays comme les Pays-Bas, etc. Parce que tout simplement, c'est devenu pas dangereux. Parce qu'ils ont construit des pistes cyclables protégées à côté même des nationales, des grandes routes. Parce que tu peux mettre ton vélo dans des parkings surveillés avec des gens qui juste te prennent le vélo, te l'accrochent gratuitement. Donc en fait, c'est le poids de l'environnement qui Exactement. t'incite et qui Voilà. te pousse en tout cas à changer ton C'est comportement ça. Bah, au le GIEC, quotidien. ils disent les initiatives individuelles sont indispensables. Donc c'est super que les Ouais. gens essaient de manger, de boire un peu moins de café, de prendre moins l'avion, de manger un peu moins de viande. Mais ils disent ça sera insuffisant si les infrastructures, les collectivités Pas incitative territoriales, à côté. voilà, les entreprises ne mettent pas des efforts pour que ce soit réalisable. Si aujourd'hui, pour avoir ton compost, il faut que tu achètes des lombrics, que tu construises ton machin, ou que tu marches 20 minutes pour aller jeter dans un coin de terre ton compost, bah forcément c'est que les gens hyper bourgeois ou qui ont le temps, qui ont que ça à faire, qui vont le faire. Alors que s'il y a des poubelles partout, que c'est hyper bien organisé de jeter ses épluchures quelque part, ben ça va être plus simple quoi. Donc Et- ouais, c'est quelque chose qui m'obsède. Et carrément. comment tu le vis concrètement, j'allais dire psychologiquement, cet écart-là? Parce que d'un côté, tu sais que c'est lié au contexte, à l'environnement qui est pas aidant, on va dire, et en même temps, il y a cette envie, il y a cette pulsion d'avoir le mode de vie idéal, j'imagine. Comment tu le vis Je concrètement? me suis lâché la grappe, donc je fais Ok. tout le temps de mon mieux. J'ai eu un moment où j'étais vraiment Miss Écolo parfaite, donc je faisais même attention à réutiliser mon eau de vaisselle. Ok. J'utilisais pas de la lessive que j'achetais parce que c'était du plastique, donc je fabriquais ma propre lessive dans du verre et tout. Je faisais mes yaourts, mes trucs avec du lait de soja, enfin voilà. Comment on fabrique sa propre lessive? Bah, en fait, là, je le refais, donc là, je suis en train de penser que je le refais. En gros, tu mélanges des cristaux de soude, Ouais, du savon de Marseille en copeaux, ouais. de l'eau bouillante tu mets quelques gouttes d'huiles essentielles. Et tout ça donne de la lessive de qualité? De la lessive de Ça qualité. gratte pas, on termine pas avec Non, des pas plaques du tout. sur le... De la lessive de qualité qui sent beaucoup moins fort que la lessive normale, Oui. donc c'est un peu perturbant. Mais dans la lessive normale, il y a plein de perturbateurs endocriniens. Exact. Allez, ça donne le cancer. C'est super. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton frigo? Dans mon frigo, encore une fois, il y a ma vie idéale et la réalité. Donc, d'un côté, il y a mes légumes de l'AMAP. Je suis inscrite à une AMAP. Tu sais, c'est là où tu vas chercher des paniers directement chez l'agriculteur, Ouais. quoi. Donc, une fois par semaine, j'ai payé en avance pour avoir des légumes que je choisis pas parce que c'est le producteur qui me donne selon sa production. Payer 20 ans en avance ou Non. c'est des délais plus resserrés quand même? 6 mois, tous les 6 mois. Ok. Voilà, donc c'est un peu un deal que tu passes avec Ok. un paysan ou un agriculteur. Tu lui avances des sous, comme ça lui il est bien au niveau de la trésorerie, et tu acceptes d'avoir un peu une surprise de légumes chaque semaine. Ok. Mais comme ça, c'est des trucs de saison, tu découvres plein de légumes. Toi, t'aurais pas forcément acheté des radis ou du cresson, bah là il y en a aussi, tu vois. Et donc voilà, donc ça c'est mon côté trop bien du Je connaissais frigo. pas le système, c'est marrant la surprise de légumes. Mais là, je pense à ma meuf pour qui avoir des légumes dans une assiette, c'est déjà une surprise en soi. Vraiment, tu vois, Oui, non, c'est vraiment un niveau c'est de le légume légumes. surprise, oui, c'est c'est pas. C'est des courges improbables, tu dois regarder sur internet comment, Ah ouais comment tu les cuisines et tout. Ok. Quoi, ouais. Bon, après, il y a des trucs très bons, des tomates, des épinards et tout. Donc ça, c'est un côté de mon frigo. Et un autre côté, ça va être genre des vieux fast-food que j'ai commandés à Ah. 1h30 du mat, des bouteilles de vin ouvertes où j'ai perdu le bouchon parce que j'étais trop bourrée quand j'ai ouvert. Tu vois. Mais c'est Donc c'est vraiment, moi, c'est le jour ou la nuit, quoi. mais c'est marrant parce que c'est un trait de caractère chez toi, visiblement, d'avoir des trucs très contradictoires, mais on a tous des trucs contradictoires, mais de manière un peu radicale. C'est un truc où je me suis dit, t'en parles pas trop sur scène, en tout cas. Peut-être que t'en parles un Ouais. peu plus dans les podcasts. Bah disons que j'ai l'impression que dans la vie on sait ce qui nous fait du bien
et c'est une lutte permanente pour pas retomber dedans, quoi. J'ai l'impression de toujours essayer de me tirer vers mon idéal, mais parfois la vie reprend le dessus et je fais n'importe quoi. Chez toi, tu dis que il y a un peu, ça peut arriver qu'il y ait 2 salles, 2 ambiances en fonction de pièces différentes. C'est quoi l'endroit ou la pièce préférée chez toi? La cuisine. Ah, Ouais. mais donc la cuisine, c'est plutôt ambiance bordel ou ambiance Non, c'est ambiance impeccable. Bridgerton, c'est impeccable. Ouais. Ça brille. Elle est très. Non, ça brille pas. Mais pour moi, une cuisine qui vit. En plus, moi, je fais plein de petites expériences. Donc, c'est un peu une cuisine peut-être aux yeux de certains dégueu ou farfelu. Et moi, je trouve ça trop bien. Donc, moi, je fais plein de trucs écolos dans ma cuisine. Donc, c'est là que je fais ma lessive. Ouais. J'adore cuisiner. J'ai plein de composts différents. J'ai genre 8 poubelles. Je suis insupportable. T'as une éolienne qui tourne. Si je pouvais. Une mini éolienne. Ouais, j'ai acheté un appartement qui est dans une maison partagée avec un jardin et je suis en train de la transformer je suis en train d'essayer de la transformer en maison bioclimatique et en biosphère. Okay. Je sais pas si tu sais ce que c'est, je te la raconte vite fait, mais c'est une maison dans laquelle tu crées presque pas de déchets, toute ton eau elle est réutilisée, et du coup il y a du vivant forcément. Donc il y a des gens ça les dégoûte un maximum. Moi je trouve ça merveilleux. T'as des toilettes sèches avec des larves qui décomposent tes selles. T'as de l'hydroponie, donc plein de trucs qui poussent à manger, etc. Et ça c'est réutilisé avec ton eau de douche, donc forcément t'as un savon super écolo. Donc, mais il y a un objectif d'autonomie dans ce système-là. Ouais, d'autonomie et surtout de pas créer des déchets, quoi. Donc dans ma cuisine aujourd'hui, alors que j'habite pas encore dans cet appartement de rêve qui va prendre plusieurs mois à construire, je fais plein de petites bidouilles comme ça dans la cuisine. Donc mon marc de café, je le laisse sécher parce que c'est bon pour les plantes. Donc j'ai plusieurs composts. Enfin moi, par exemple, quand je vois des épluchures et tout, je les vois pas du tout comme des déchets maintenant. Tu vois comme des locataires? Est-ce que tu leur demandes de payer un Non, loyer? ça moisit, mais c'est super pour l'environnement. Mais en plus, bon, toi, t'as dû prendre ce défi-là de créer une biosphère et tout ça, en ayant quand même un passif un petit peu où tu avais déjà bossé sur l'autonomie, sur, j'allais dire, une façon d'habiter écolo. Je pense que pour quelqu'un dont c'est pas du tout le mode de vie, genre moi par exemple, je pense que ça doit être un challenge assez bien costaud. Sûr. De tout de suite, il doit y avoir des steps intermédiaires ça. intéressants à aller, à aller explorer entre les deux. C'est vrai. Quand tu attaques une journée, qu'est-ce que tu cherches avant tout? Est-ce que c'est à faire marrer les gens, à les divertir, à faire passer des idées ou à engranger de la moula en tant qu'entrepreneur? Parce que tu as un peu ce triple profil-là qui est très atypique, mine de rien. Il n'y a pas grand monde qui a ce profil-là dans le milieu de l'humour et tout ça, de entrepreneuse, parce que vraiment quand tu parles, quand tu donnes des interviews, on sent que ça revient assez vite. Tu as une fibre entrepreneuriale. Tu vois, tout à l'heure tu disais mes équipes et tout ça, c'est un truc, c'est rare ce profil-là, tu vois, dans l'humour. Déjà merci beaucoup, ça me fait trop plaisir que tu aies analysé ça parce que c'est vrai que c'est mon quotidien et c'est un truc qu'on voit moins en direct, quoi. Et je pense que ce que je veux plus faire c'est faire rire. Souvent on me dit pourquoi aborder ces sujets, l'écologie, le féminisme et tout. C'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent au quotidien et tu sais qu'en tant qu'humoriste, c'est notre quotidien qui nous fait rire. Mais moi j'adore voir des humoristes en général. J'adore la comédie, quoi, ça me passionne. J'adore les comédies américaines qui n'ont aucun message. Donc je pense que c'est ça en priorité, et vu que moi dans mon quotidien m'obsèdent les questions politiques, écologiques, féministes, j'en parle parce que c'est ma nourriture, c'est ta matière principale. Voilà, c'est ça. Mais écolo, je le suis depuis 4-5 ans. Humoriste, je le suis depuis 12 ans et ça m'a toujours fasciné, quoi. J'avais commencé à faire des blagues sur scène, c'était sûrement nul, mais à 12 ans, j'ai voulu devenir humoriste à 19 ans. J'ai travaillé, j'ai regardé tous les spectacles des humoristes américains en essayant d'analyser pourquoi c'était drôle ou comment. J'étais très scolaire, tu sais. J'avais lu la Comedy Bible à l'époque en prenant des notes sur comment on écrit des vannes et tout. Donc ça m'obsède. Et quels sont les gens vraiment qui t'ont marqué? Souvent on dit inspiré, mais souvent c'est beaucoup plus diffus que ça, mais vraiment qui t'ont marqué dans ta façon de voir ou en tout cas de bosser la comédie. Ali Wong, on en parlait un petit peu tout à l'heure, toi et moi. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est une femme qui a fait son premier special quand elle était 8 mois de grossesse sur scène. Donc c'était vraiment un visuel qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Son deuxième spectacle, c'est son deuxième enfant. Enfin, elle est deuxième grossesse à 8 mois enceinte aussi. Troisième special, j'ai 2 enfants, j'ai un mari,
je pense à tromper mon mari toutes les 5 minutes. Donc j'ai trouvé ça révolutionnaire d'avoir une femme, en plus le modèle de la mère de famille, tu vois, qui est pas censée avoir de sexualité, qui est pas censée avoir de désir, qui est censée être là pour ses enfants, qui fait des tournées, qui a un succès fulgurant. Et là, c'est non seulement elle a du désir, mais en plus elle en a pour un autre homme. Que son mari. Ouais. Et en plus, elle a fait chier le quotidien. En plus, c'est elle qui ramène l'argent à la maison, etc. Donc tout ça, j'ai trouvé ça révolutionnaire. Et donc son dernier special qui vient de sortir, elle raconte son célibat parce que finalement 10 ans plus tard, son couple s'est terminé. Je sais pas comment elle se protège cette femme, mais elle a dû s'en prendre plein sur la tête à travers les réseaux justement. Bon, en tout cas, elle, je la trouve exceptionnelle. Sa comédie, c'est trash, ça parle du cul, elle raconte tout ce qu'elle adore dans le sexe. Je trouve ça mais trop bien quoi. C'est vraiment mon inspiration number one. Elle a sorti une série il y a pas longtemps, je crois. Magnifique, sur la colère. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Beef. Et elle s'embrouille avec un mec et c'est la guerre un peu de ces. Le premier épisode est exceptionnel. Tu l'as vu la série? Oui, j'ai vu le début, mais le premier épisode, c'est un mec qui a une vie de merde, en gros, qui fait demi-tour sur un parking. Enfin, il manque d'avoir un accident avec une voiture. Et en fait, ils font une course-poursuite. Ils pètent un plomb les deux là, et on sait pas qui est dans la voiture. Dans l'autre voiture. Et donc il manque de se, tu sais, il roule, il manque de s'entretuer quoi, parce qu'ils deviennent fous sur la route, comme on a tous fantasmé de ça un jour quand on était au volant, tu vois. Donc c'est une violence et tout. Et à la fin du premier épisode, je vous spoil au moins le premier épisode, tu te rends compte que c'est une petite femme asiatique toute mignonne, mère de famille, riche, une petite américaine, tout comme il faut quoi. Pas du tout le profil qu'on avait imaginé. Exactement, et qui est incarnée par l'actrice Ali Wong. Et ça a été multiprimé. La série est exceptionnelle. Et c'est sur la colère, la dépression, mais c'est vraiment sur des gens normaux qui pètent un plomb. Et qui, en fait, à la fin, veulent se venger l'un de l'autre et font des trucs de pire en pire. Mais même là, de mémoire, c'est une posture qu'elle a. Enfin, c'est pas une façon habituelle de voir une femme en colère dans la fiction. Ouais, c'est ça. C'était aussi le but du spectacle que je fais, qui s'appelle Calme. C'était de montrer cette colère féminine dont on sait pas quoi faire, parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit toute petite en l'occurrence, on nous dit d'être gentille, d'être souriante, d'être sage, tu vois, c'est vraiment des choses qu'on rabâche, notamment aux petites filles. Et donc j'essaie de dire dans le spectacle qu'on nous dépossède en fait de notre accès à notre colère, alors qu'en fait c'est une émotion humaine avant tout, avant d'être masculine, féminine. Enfin, c'est ce que je dis à la fin, je dis il faut laisser la colère s'emparer de son corps, il faut la laisser exister, elle est légitime quoi. Et j'en parle beaucoup pour les femmes parce que c'est encore plus quelque chose qui est censuré chez nous, je trouve, mais ouais, moi ma colère, je la chéris maintenant quoi. Elle m'a gâché la vie longtemps et maintenant Et maintenant tu t'as appris à l'utiliser. Ouais, exactement. Je vais te proposer un moment de questionnement un peu spécial. Pour l'instant, le nom provisoire de ce moment-là, c'est le dilemmistan. On part au pays des dilemmes. Je vais te proposer plusieurs dilemmes qui ont un lien avec des choses dans ta journée. Tu me dis ce que tu préfères tout simplement. Là, on est chez Jung, on est sur un sofa, on répond vite et bien, c'est de l'automatisme, on réfléchit pas trop. Matin ou soir? Matin. Ok. Thé ou café? Café. Ouais, on n'est pas écolo d'un point de vue viscéral. Tiens, on va voir la prochaine. Je suis intrigué. Routine ou imprévu? Imprévu. Ah, mais attends. Là encore un truc contradictoire. Tu disais que tu cherchais de la routine. Je cherche de la routine parce que j'ai tout le temps des imprévus et que je saute dessus quand ils arrivent. Putain, tu t'es bien démerdé. Hein. Il y avait un côté Olivier Véran dans ta façon de répondre et de récupérer le truc. Ça maîtrise la rhétorique politique. Sexe ou scène? Scène. Ah, c'est imbattable. Hein. On peut le dire aux gens. La scène, c'est en termes d'adrénaline et de ce que ça doit sécréter dans le cerveau et tout ça, je crois que c'est assez imbattable. Et je trouve que c'est moins accessible que le sexe. Oui, oui. Ça dépend pour qui. Je réfléchis juste si on peut payer des gens pour aller sur scène une petite demi-heure, tu sais, de manière protégée, avec des rires enregistrés pour que ce soit protégé, tu vois. Dans des bois, des bois un peu. Ouais, c'est ça, ouais, mystérieux et tout. Semaine ou week-end? On réfléchit pas trop, vraiment, ça sort du cœur. Ça sort du cœur. Action ou réflexion? Action. Ok. Travail ou loisir? Travail. Ok. Toilette sèche ou toilette japonaise? Toilette sèche. Ok. Je crois que c'est vraiment là que le divorce se fait entre toi et moi. Vraiment, il y a deux choix, deux approches. Non, ouais, mais il y a un divorce idéologique en termes de toilette. Nature ou ville? Nature. Ok. Musique ou silence? Musique. Manif ou table ronde? Table ronde. Taxi ou métro? Métro. Ok. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans ta vie de tous les jours? Et pourquoi les hommes qui roulent au diesel? et pourquoi Il a répondu à ma place.
Ce qui m'agace le plus dans ma vraiment. vie de tous les Mais jours. qui te crée du seum intersidéral à chaque fois. Et c'est imbattable. Bah, c'est un peu terrible, mais c'est l'oubli de l'histoire. C'est hyper intense, mais c'est vraiment l'extrême droite qui monte au pouvoir. Ça me. Et l'espèce de déni. Et quand tu discutes avec des gens, ils ont oublié l'histoire, quoi. Ouais. Tu vois, ils ont pas. Enfin, il y a plein de gens qui savent pas du tout que le Rassemblement national, il a été fondé par des anciens nazis. Ouais. Ils ont oublié ce que c'est que la résistance. Enfin, tu vois, je suis démunie, je suis sans voix. Et en plus, Trump vient d'arriver au pouvoir, donc c'est. Voilà, ça me. On est parti pour 4 grignote. belles années. Ouais, ou plus, hein. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Juste pour revenir sur, tu disais quand je parle avec des gens du RN et ils ont oublié l'histoire, quel rapport t'as avec les gens qui vraiment ne pensent pas comme toi? Est-ce que tu es dans une démarche de chercher à les convaincre, de les comprendre, de pas discuter avec eux parce que tu penses que c'est un cas perdu et que tu es trop fatigué parce que tu as essayé et que tu vois que ça ne marche pas? Quel rapport tu as avec les gens qui sont en opposition idéologique avec toi aujourd'hui? Je pense que j'essaie de les comprendre. Okay. Je pense que j'essaie de les comprendre, même si c'est pas encore une fois l'image publique que je donne. Mais je pense toujours qu'ils ont tort, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'on discute et j'ai l'impression que quand on va loin, c'est tellement basé sur des choses fausses, sur des opinions et pas sur des faits que que j'arrive pas à les comprendre. Mais j'essaye de. Parce qu'il faut, en fait, parce qu'il y a ces montées de toutes ces idées très conservatrices, de toutes ces peurs et tout, donc il faut absolument discuter, parce qu'à force de fermer les yeux, de dire non, je vois rien, j'entends rien, il se passe rien, bah, on est passé à côté de choses essentielles pour les gens, quoi. On voit bien avec les montées des extrêmes, quoi. Et t'as des gens qui sont allés te voir en spectacle, qui étaient pas forcément des gens qui étaient en accord avec toi idéologiquement, et que t'as réussi à faire un peu shifter. Bah, je sais pas, parce que je ne leur parle pas. Bah ouais, c'est vrai. Enfin, quand tu joues dans des grandes salles, et tu le sais, après j'ai pas le temps de parler à 750 personnes. Surtout, là, je joue à Édouard VII en ce moment. S'il y a quelqu'un qui vient me voir qui était pas d'accord, le temps que ça travaille dans sa tête, etc. Ouais. Par contre, parfois, je reçois des messages en disant, j'étais pas d'accord ou j'étais pas d'accord avec tout, mais ça, j'ai rigolé. Enfin, j'ai rigolé là-dessus. Je sais que je me moque. Beaucoup des mecs qui ramènent tout à eux quand on essaie de leur expliquer les violences sexistes et sexuelles, tu vois, en disant oui, mais moi. Il y a toute une blague sur les gens qui disent moi sur Internet. Et donc je sais que maintenant, il y a des gens qui n'étaient pas forcément convaincus, qui, dans une discussion quotidienne, peuvent se jeter un œil et faire moi, et éclater de rire et se rendre compte qu'ils doivent un peu se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Sortir d'eux-mêmes et essayer de comprendre un peu. Donc moi, j'essaie de faire tout ce que je peux pour faire changer d'avis ces gens. Après, je sais faire des blagues sur mon univers. Donc, par exemple, moi, je peux me permettre de faire des blagues sur le féminisme parce que je suis féministe, ou des trucs comme ça. Donc, parfois, je fais un peu de l'entre-soi malgré moi, tu vois. Ouais. Des blagues d'écolos pour les écolos, de gens de gauche pour les gens de gauche. Donc, bien sûr, je tombe dans ces travers. Je suis pas là tout public à convaincre tout le monde, tu vois. Et qui sont les hommes qui viennent te voir aujourd'hui en spectacle? Est-ce que c'est les conjoints des femmes qui viennent te voir? Est-ce que c'est Bah, encore une fois, je peux pas répondre parce que j'ai pas les statistiques, mais je pense que c'est beaucoup ça. Ouais. Il y a aussi des hommes qui viennent seuls, mais je pense que c'est pas la majorité des hommes. Et eux, ils se tiennent comme ça, ils ont un impair, oui, comme ça, ils te regardent comme ça. Ils se cachent. Et il y a les yeux qui brillent à travers le noir. Quand je suis sur scène, je demande est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Donc forcément, c'est les 3/4 de la salle qui répond. Je dis est-ce qu'il y a des hommes dans la salle ce soir? Et donc t'entends 5 clampins sur 750 qui font oui. Je dis bah qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venu voir une conférence féministe avec des gros seins. Bienvenue. Donc on rigole, tu vois. C'est bien le pitch. Le pitch est bien. Une conférence féministe avec des gros seins. Bienvenue. Mais pour une fois, c'est pas forcément leur humour, c'est pas forcément accessible tout de suite, même s'il y a plein d'hommes dans ma salle qui sont ravis, qui rigolent bien. Il y a un mec pendant une vanne, il a crié bravo, donc je rigole, on rigole, là, tu dis bravo et tout, puis je refais une vanne, il fait bravo, je dis ouais, par contre maintenant faut la fermer, faut laisser les femmes parler, quoi. Il y a un mec dans le public, il arrête pas de m'interrompre, donc c'est on the edge, quoi. Je les taquine aussi, tu vois. Est-ce que on t'a dit plusieurs fois, ou t'en as entendu? Tu l'as entendu plusieurs fois dans ton parcours. Cette phrase que moi j'ai entendue quelques fois, c'est « les femmes sont moins drôles que les hommes ». Est-ce que tu l'as entendue celle-ci? Ouais, bien sûr. Plein de fois. Enfin, pendant mes 6-7 premières années avant de percer sur les réseaux sociaux, que mes salles soient complètes, etc. Parce qu'au bout d'un moment,
ben tu laisses les gens parler, tu fais carrière, t'as ta boîte de prod, tout va bien. Les gens pensent ça, mais toi ça marche, tu vois. Donc, mais au début, ouais, c'est hyper dur. Bah, c'est un métier dans lequel tu dois beaucoup échouer pour réussir. Ouais. Comme je sais pas si tu fais du skatepark pour apprendre à faire une figure, tu dois s'éclater la gueule pendant 10 ans. S'éclater la gueule, ouais, exactement. Pour comprendre les mécanismes du rire, qu'est-ce qui marche pas, assumer quand ça marche pas et tout. Et donc forcément, vu qu'à l'époque où j'ai commencé il y a 10-12 ans, on était, je sais pas, peut-être 6% de meufs sur les plateaux, bah tu te prends un bide, c'est parce que t'es une meuf. Les mecs qui se prenaient des bides, c'était des génies, des gens qui osent, tu vois. Mais moi je l'ai vu, il y avait des profils d'humoristes, tu sais, les profils un peu clown. Emmerich, il était comme ça vraiment au début. Ouais, Emmerich Lompré, pardon. Il était comme ça au début, sur scène, à faire des trucs un peu absurdes et tout. Et ben moi j'ai vu, sans les citer, mes deux humoristes qui à l'époque étaient sur scène avec un univers un peu flottant, comme ça, un peu bizarre. Une femme, on l'a trouvé chelou, quoi. Enfin, c'était ce qui courait comme bruit entre les humoristes. Et un homme, et on disait que c'était un génie, quoi. T'avais un double standard déjà dans la perception du... Bien sûr. De qu'est-ce qui est... Parce qu'en fait, l'humour, c'est qu'est-ce qui est bizarre, qu'est-ce qui est décalé, qu'est-ce qui est too much, qu'est-ce qui est dans la provoque, qu'est-ce qui est vulgaire. Tu sais, on joue toujours avec cette frontière un peu... Voilà. Et donc, forcément, les mots dans la bouche d'une femme et les mots dans la bouche d'un homme, c'est pas la même chose. Okay. Et moi, je suis ravie. Souvent, je me dis que, il y a 10 ans, j'étais nulle, mais je me dis aussi que peut-être il n'y avait pas la place pour ce dont je parlais, ce que j'avais envie de faire. En tout cas, les thématiques, c'est sûr, quand tu y repenses, il y a 10 ans, donc on était en 2014, les femmes qui faisaient du stand-up, toutes ces thématiques que tu as là, la thématique du patriarcat, la sexualité, la façon dont on va loin dans les thématiques aussi de sexualité. Ouais, c'était pas du tout développé. En tout cas, le terrain était pas propice du tout. C'est clair. Et donc je me dis, il y a aussi une histoire de bons moments, quoi. Et aujourd'hui, moi, je suis ravie d'arriver sur scène. J'arrive avec des hauts décolletés, léopards, des mini-jupes en cuir. Je dis, ça va, c'est pas too much, tu vois. Et je rigole fort. On voit ma glotte. J'ai pas de soutif, j'ai les tétons qui pointent. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc. Peut-être un problème de clim aussi à Edward VII où tu joues. Parce que... Non, mais c'est quelque chose. C'est des codes qui pouvaient avoir l'air vulgaires, indécents, qui sont encore dans plein d'imaginaires collectifs. Mais aujourd'hui, il y a un public qui arrive et qui aime voir des gens comme ça, des femmes qui s'assument et tout. Et voilà, donc ça a changé. Et moi, j'adore arriver et casser les codes. Combien de fois on m'a dit que je rigolais trop fort, que je me la ramenais trop dans la vie, pas que même sur scène. Avant le tournage. On avait débriefé avec les ingé-sons. Non, parce que maintenant ça va, c'est devenu ma personnalité. Mais c'est vrai que tout à l'heure j'ai rigolé, puis j'ai vu 3 personnes arriver du couloir et faire comme ça. Genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un accident? On a cru que c'était une alarme incendie, puis en fait, la sécurité est arrivée, on a débranché le truc et ça passait. Mais donc, trop contente d'avoir cette marge, en tout cas, d'avoir cette liberté-là. J'aimerais qu'on avance dans la journée, qu'on aille doucement vers le déjeuner, la nourriture. C'est important pour moi. Quel plat, c'est vraiment une question triviale de la vie de tous les jours, mais elle dit toujours quelque chose. Quel plat te met clairement en colère? La viande. Ah. Ouais, j'en mange, mais j'essaie d'en manger peu. Parce qu'en fait, là, t'es flexitarienne, en vrai, un peu flemmarde et en même temps convaincue. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je dis à tout le monde que je suis végétarienne pour manger le plus de légumes possible et imaginable. Et comme ça, je peux faire des quarts de viande de temps en temps, tu vois. Okay. Mais je suis vraiment la pire végétarienne du monde. Et donc tu t'en veux quand tu te fais de la barbaque à un moment donné? Non, ce qui me met en colère, c'est plus quand tu vas dans un resto et que dans la vie on a besoin de protéines, surtout quand on donne plein d'énergie comme ça sur scène, ou moi je fais beaucoup de sport aussi. Quand t'arrives dans un resto classique, quand t'es végétarien, t'as pas de protéines dans ton repas. T'as 15 plats avec de la viande pas du tout écolo, ou du saumon, ou une bavette, ou machin, et genre une vieille salade dégueulasse qui pour est les végétariens. Flétrie, comme ça, avec de la moisissure et une lame de rasoir. Voilà, c'est trop énervant, quoi. Mais heureusement, il y a de plus en plus de restos qui proposent plein de trucs végétariens délicieux, je sais pas, genre un chili sin carne, des burgers végés, enfin il y a plein de trucs, tu vois, de plus en plus. Mais donc moi, ce qui me met en colère, c'est que ce soit la norme, alors que ça pollue, enfin c'est l'une des choses qui pollue le plus, l'une des industries qui pollue le plus aujourd'hui, c'est l'élevage d'animaux. Il y a des champs de maïs qui poussent partout en France que pour nourrir des animaux qui ensuite sont mangés, la moitié est jetée. Enfin, tu vois, c'est quand même une catastrophe écolo, et surtout on va pas s'en sortir, on va pas pouvoir faire ça pour les 25 ans à venir. Tu verras, tu repenseras à moi dans 10 ans. Et alors que si les gens mangeaient de la viande une fois par semaine, vraiment la planète serait sauvée. C'est caricatural, mais... Ton déj idéal, il se fait avec qui? Imagine-moi un tour de table imaginaire
idéal pour un déjeuner avec des gens qui existent, qui n'existent pas, qui tu veux. Tu as carte blanche. Il y a qui à ce déjeuner idéal? Incroyable. Il y a ma meilleure amie qui s'appelle Louane. Je note Louane. Louane Mancho sur les réseaux sociaux, c'est une femme exceptionnelle. Il y a un jeu de mots, d'accord, il y a un jeu de mots derrière. Ah oui. Il y a une proposition de jeu de mots. En plus, elle fait pas du tout de stand-up. Donc mon pote Certes Mathurin qui est humoriste, il l'appelle Louane Pacho parce qu'elle est pas de spectacle, ça me fait trop rire. Voilà, il y aurait. Il y a Louane, je note. Voilà, il y aurait Ali Wong, bien sûr. Bien sûr. Il y aurait enceinte ma maman. Ou pas Ali Wong? Non, pas enceinte, ça c'est bon, c'est. Ali Wong pas enceinte, d'accord. Pas enceinte. Il y aurait ma maman qui est la femme la plus douce et la plus bienveillante. Son prénom, on peut avoir son prénom? Chantal. Je note Chantal. Voilà. Je note Chantal. Il y aurait qui? Il y aurait Kamala Harris, quand même, qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé et à quel point elle a quand même inspiré des millions de femmes dans le monde. Barack Obama, tant qu'on y est. Oui, d'accord. Voilà, bien sûr, Barack. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Je crois qu'il est sur Paris en ce moment pour une avant-première. Attends, laisse-moi encore 2 personnes. Ouais. Est-ce qu'il y aurait Aurélien Barraud, qui est un grand écolo. C'est un peu un astrophysicien qui a les cheveux longs. Il avait fait une sortie ultra médiatique et tout ça. Plein de sorties médiatiques et à chaque fois il dit il s'agirait un peu d'être sérieux. Oui. Donc il se moque de tous les décisionnaires qui font n'importe quoi en disant il serait peut-être temps d'être un peu sérieux. C'est vraiment un homme exceptionnel. Et Salomé Saké, voilà, une femme hyper inspirante, journaliste de gauche, battante, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Résister, pour résister à la montée de l'extrême droite en France. C'est gentil. Je vais faire un peu de pub pour les collègues, c'est gentil. Il n'y a pas un mort, hein. Il y a que des gens vivants, ok, d'accord. Ouais. Pas de Charlemagne, pas Après, de Nelson Mandela. Après, il y a vraiment beaucoup d'hommes que j'admire qui depuis sont tombés pour agression sexuelle. Donc là, depuis tout à l'heure, je suis là, Et on ne peut pas les citer, ouais. Bien sûr. C'était Puff Daddy. J'étais très fan de Puff Daddy. Non, mais il y a trop, en fait, c'est terrible aussi pour nous les féministes, tu vois, genre de plus pouvoir mettre en valeur ces gens. Enfin, moi, les gens, il y a beaucoup de gens que j'admirais, donc beaucoup d'hommes que j'admirais en grandissant. Aujourd'hui, je veux même plus dire leur nom et tout, parce que j'ai appris tous les viols qu'ils ont commis et tout, c'est chiant. T'en as fait quoi de ton tatouage de PPDA? Celui que t'avais sur la hanche. Là, de lui, là, qui est en train de présenter un JT. Ouais, bah, je l'ai, ouais. Tu l'as transformé en fleur. En fleur, ouais, c'est ça, exactement. En tigre, en tête de tigre. On avance dans l'après-midi. Là, on va dire qu'il y a du boulot dans l'après-midi. C'est qui ton entourage pro que tu vois vraiment un peu tous les jours? C'est ma productrice, Valentine Mabille. Que je connais et que j'adore. C'est une femme incroyable. Elle est très drôle. Ouais, elle est vraiment drôle. On rigole tous les deux. Oui, elle est vraiment très très drôle. Ouais. On est terrifiants, je pense, à deux. On est vraiment les il y a du bruit. En tout cas, voilà, il y a du bruit qui se crée et qui est généré. La dernière fois, on a fait Quelle époque avec Léa Salamé. Ouais. Et donc, Léa Salamé a ouvert la porte de notre loge. Et donc, j'étais avec Émilie Castillo, qui est mon attachée de presse, que j'aime de tout mon cœur, Valentine Mabille et moi. Et on était tous les trois en train de rire grassement. Ouais. Et donc là, elle a ouvert la porte et on a tous fait et on s'est levé parce qu'on voulait avoir l'air un peu sérieuse. Ouais. On était en train de rigoler comme des beaufs sur le canapé, les jambes écartées. Donc ça, c'est vraiment des gens qui m'accompagnent. Ou Lorenzo, mon assistant, Lorenzo Stern, qui est quelqu'un d'incroyable aussi. C'est des gens qui savent gérer mes hauts et mes bas émotionnels qui sont super. C'est vrai, t'as des vraies bascules d'humeur et tout dans la journée? Ouais, je peux stresser très vite, faire de l'anxiété pour des trucs, des petits détails et tout. Et eux, vu qu'ils m'acceptent, ils savent que c'est pas contre eux au personnel. Et ben ils arrivent à apaiser direct quoi. Ouais. Grâce à des médicaments. Mis à ton insu. Ils ont une petite seringue voilà sur eux. Et, hop là, tiens, tu me la tiens s'il te plaît. C'est pour ça ils ont besoin d'être plusieurs autour de moi quoi. Bien sûr. Qui te fait le plus rire au quotidien? Je pense que c'est Louane Mancho et Matteo Balestriero qui sont vraiment mes deux meilleurs amis. C'est un mec qui fait des vidéos super engagées sur les réseaux aussi, mais de comédie à la base quoi. Et c'est vraiment mes deux potes que j'appelle même pour écrire des vannes quoi. Parfois je bloque sur un sujet, je les appelle, je leur raconte un peu où j'en suis. Eux font pas de stand-up mais ils écrivent de la comédie beaucoup sur les réseaux. Enfin Mathéo il a commencé un peu le stand-up mais pas de façon professionnelle. Et ils me font trop rire quoi. Franchement c'est avec eux que j'écris alors que c'est pas des pros. Non mais est-ce que c'est parce qu'ils te mettent pas dans une humeur qui est tellement positive et légère que ça déclenche ton muscle de l'humour et ça te permet de trouver aussi des vannes, tu vois. Mais tu vois quand t'es avec un humoriste et qu'on est là, par exemple je sais pas en train de se faire maquiller, de s'envoyer des vannes, etc. Avec Louane par exemple on fait ça à longueur de journée mais avec aucun enjeu derrière. On n'est pas là pour se prouver qu'on est drôle. Enfin tu vois on a vraiment des délires qui nous font mourir de rire. Ouais, c'est ça exactement. Ces gens-là m'éveillent quoi. Ils t'inspirent en tout cas.
Est-ce que tu t'ennuies parfois dans tes journées? Ou c'est plus du tout possible? Non, ça fait très très longtemps que je me suis pas ennuyée, mais je me remets des moments de rien. Où je regarde le plafond, j'essaie de méditer et tout. Et ça me change la vie, c'est trop bien. On en est où de la méditation? Parce que t'en parles dans ton spectacle. Tu dis que c'est une activité de riche. Aujourd'hui, la méditation. Ouais, bah, ça veut dire que ton pouvoir d'achat s'est amélioré. Et je suis content pour toi. Mais on en est où de ce rapport à la méditation? Ben, ça y est, j'ai basculé. Du côté de la méditation. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, moi, j'ai besoin d'une méditation un peu violente. Donc c'est avec du death metal et de la MD. Je fais du sport, genre je fais du cardio, genre pendant 1 heure hardcore, et après je fais de l'hyperventilation. Tu me prends pour une folle. Donc je respire comme ça pendant des minutes, donc j'ai vraiment beaucoup le temps, donc vraiment sport de riche, le ouf. Et après, je suis tellement high, quoi. Genre, j'ai fait, je sais pas, 15 km de vélo à fond et tout. Je suis high, quoi. Genre, c'est une espèce d'autodrogue. Ouais. Et donc, je suis défoncée et j'essaie de me concentrer, d'imaginer qu'il y a de l'or qui coule dans mes veines. Ou genre des fleurs qui poussent dans tous mes organes. Voilà, je suis... Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. J'ai l'impression de l'or dans mes veines. On dirait une chanson de Vita. De l'or dans mes veines. C'est joli. C'est terrible. Là, je me confie sur des trucs. Non, mais c'est joli, mais ça, c'est pas risqué. C'est pas risqué parce que tu fais 1 heure de cardio. Déjà, là, t'es pas bien. Et en plus, derrière, après, tu fais la respiration du ninja chien, visiblement. C'est pas dangereux, l'hyperventilation. Je sais pas si c'est risqué, mais en tout cas, il se passe vraiment des trucs chimiques qui sont incroyables. Moi, je prends pas du tout de drogue dure. Je pense que c'est comparable. Ouais. Je suis projeté ailleurs. Ça fait pouf. Okay. C'est hyper inquiétant. Mais avec des redescentes qui correspondent aussi à 6-7 heures de redescente ou pas? Non, non, justement. C'est ça. Après, je suis là, je suis fraîche pour toute une journée. Bien sûr. Ouais. Je vais te demander ce que tel ou tel objet de ta vie quotidienne pourrait te dire, s'il pouvait te parler. Il y a une liste d'objets, tu me dis vraiment ce qu'il te dirait spontanément. Que te dirait ton téléphone? Reviens, parce qu'en ce moment, je suis sans. Et c'est beau, parce que tu l'abandonnes le soir et ça fait plaisir. Que te dirait ta paire de rollers? On y va? Ok, beau camarade de jeu sympathique. Que te dirait ta voiture? T'as une voiture? Non. Rien? Pas une petite électrique? Je me dirais adieu. J'ai plus de voiture depuis que j'habite en ville. J'avais une voiture qui tirait ma caravane à l'époque. Parce que t'as vécu combien de temps en caravane en vrai? Pas selon la légende. 2 ans. 2 ans vraiment en caravane? Ouais. Alors, vivre en caravane en vrai, c'est aussi l'hiver, aller dans le jardin de potes qui sont cool et qui te laissent dormir sur le canapé. Ah oui, ok. Pas mal. Que te diraient tes sextoys? Qu'est-ce qu'il me dirait mes sextoys? Il me dirait, est-ce qu'on n'a pas changé ta vie? Et je dirais oui. Que te dirait ton placard à vêtements? Good job. Parce qu'en ce moment, j'ai un bon rapport aux vêtements. J'ai pas beaucoup de vêtements, mais je les kiffe. Okay. Voilà. Que te dirait ton sac de course? Mon sac de course dirait t'es sûr que les framboises en hiver c'est écolo? J'aime cette honnêteté. C'est pas désagréable. Que te dirait ton diplôme de Sciences Po? C'est cool que tu te sois remise à la politique. Parce que j'en faisais plus du tout quand j'étais concentrée sur la comédie. Voilà. Et que te dirait ta carte bancaire? Tu t'es embourgeoisée de ouf. Ah ouais, elle voit les achats, elle voit qu'il y a des lignes de sortie qui n'étaient pas les mêmes qu'avant, quoi. Ouais. Ça, c'est un grand danger, hein. L'embourgeoisement? Ouais, grand danger. Mais toi qui es de droite. Je crois. Malheureusement, je suis neutre, comme Roland Barthes. Tu nous as ramené un objet de ton quotidien. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Oui. J'ai peur. Je peux le sortir? Non, ça va. Tu peux y aller, vas-y. Attends, ferme les yeux. Tu peux? J'essaye, je crois que j'y arrive. C'est bon. Là, je peux ouvrir les yeux? Allez, la dernière fois, ça fait très peur. Je veux que tu saches que vraiment, ça fait un peu peur. Alors, je vais expliquer pour les gens qui ne nous écoutent qu'en audio. J'ai fermé les yeux, j'ai réouvert les yeux, et là, j'ai vu un couteau. J'ai pas vu le couteau fermé avec la lame, genre, on va faire un bon pain et un bon saucisson l'après-midi après une séance de vélo. Non, j'ai vu un couteau, et je vois un couteau de quelqu'un qui retire des organes à des gens qui n'ont pas voulu. Alors pourquoi? Non, c'est un Laserman en vrai. Donc c'est un énorme couteau suisse, mais hyper stylé, que j'ai depuis des années, qu'un copain à moi m'a offert quand je suis... Fais voir, attends, tu peux... Donc là c'est une pince. Ouais, bien sûr, pour par exemple. Voilà. Donc ça c'est hyper pratique, la pince. Donc là je t'ai montré l'un des couteaux, mais il y a plusieurs couteaux, il y a une espèce de petit couteau-ci. Il y a des petits tournevis, vas-y je t'en prie. C'est surtout... Il y a un spéculum ou pas?
Surtout, tu fais attention quand tu les refermes, hein, tu te blesses Mais pas. attends, Ouais. moi je vais te dire, attends, parce que Vas-y. c'est un bel objet que tu m'as ramené. Vas-y. Ah, attends, pourquoi tu me l'as ramené? Donc, on me l'a offert quand je suis partie en caravane, donc il y a 4-5 ans, juste avant. Et au début, j'étais, je vais pas du tout me servir de ça et tout. Et moi, quand je suis partie vivre en caravane, je voulais apprendre à bricoler. En tant que bonne citadine, je savais pas faire pousser de la ciboulette. Je savais rien construire. Et je me suis dit, je vais aller chez mes abonnés. Il y a aussi des tournevis et tout, tu peux regarder. Je me suis dit, je vais aller chez mes abonnés dans leur jardin. Et on va mettre en place des initiatives écologiques ensemble. Donc j'ai appris à construire des cabanes, des toilettes sèches, des récupérateurs d'eau de pluie. J'ai appris à faire de la plomberie, installer un chauffe-eau, enfin des trucs comme ça, tu vois. Donc maintenant je sais casser des murs, en construire, faire pousser des machins. Donc ça a changé ma vie, quoi. Je vais te dire pourquoi. C'est peut-être le meilleur objet qu'on m'ait ramené depuis le lancement de ce format, c'est-à-dire 2 épisodes. Merde, putain, c'est. Non, elle est bien. Mon cœur est allé en haut. Ouais, puis, c'est, je trouve que ça te représente extrêmement bien. Pourquoi? Ça permet de faire plein de choses différentes. Et Ouais. toi, tu as aussi ce côté-là. Je fais plein de choses différentes, du web, de la télé, de l'entrepreneuriat. Il y a le côté débrouille aussi, Ouais. apprendre à bidouiller des choses soi-même. Et en même temps, c'est un bel objet avec, je pense qu'il coûte un peu cher. Ouais, ça coûte cher. Je le vois. Et donc, il y a un goût du confort derrière cet objet-là pour apprendre à vivre de manière moins confortable. Trop bien. Et figure-toi que quand je suis revenue de la caravane, je me suis dit, je m'en servirai pas. Je m'en sers tous les jours. Tous les jours. Pour Tu couper t'en- une étiquette, une étiquette. Tu t'en es pour servi être pourquoi supervisée. aujourd'hui? Pour rien, juste pour te le montrer. Ouais, ok, d'accord, oui, c'est bien, c'est que c'est Et une tu bonne vois réponse. Là, on est en train de parler du quotidien que tu as aujourd'hui, mais j'aimerais juste revenir un peu sur le quotidien que tu avais quand tu étais bambina. Bambina, Oui. celle de Pontoise ou de l'Italie ou de... Ouais. Après, j'ai pas bien Ouah, compris tu où connais tu es trop allé bien, ouais. en C'est revenant incroyable. d'Italie. Ouais, Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de ton quotidien d'enfance? Pas du Oui, il me manque la vie de famille. J'aurais être avec mes sœurs et mes parents, Ok. que j'aime profondément, mais en fait, j'ai une nostalgie de la famille où tu te poses pas trop de questions. J'ai eu une enfance très heureuse, Ok. avec des sœurs qui ont pris soin de moi, et ça m'arrive plus jamais, quoi, d'être avec mes sœurs et mes parents longuement et tout. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu as choisi de vivre dans un appartement qui est dans une maison avec d'autres gens la et tout ça peut être communauté, ça? en fait. Et je pense que ça rend beaucoup plus heureux les gens, la communauté en général. J'aimerais bien à long terme vivre avec plein de gens. Je sais que ça se fait de plus en plus. Pour l'instant, c'est marginal, mais je pense qu'on en aura besoin. Et on sous-estime l'importance de bien s'entendre avec ses voisins ou de faire carrément des maisons collectives et tout. Tu peux plus facilement garder les enfants, c'est moins difficile les tâches ménagères. Vous pouvez jardiner ensemble, faire des projets plus ambitieux et tout. Moi, je suis allée dans plein de lieux écolos, notamment un endroit qui s'appelle la Ferme Légère du côté de Pau, où les gens non seulement ils vivent de façon écolo, mais surtout en communauté, quoi. Et donc finalement, tu fais à manger pour tout le monde, mais seulement une fois par semaine. Le reste du temps, c'est les copains Ouais. qui t'ont fait à manger. Tout est plus simple, quoi. Le quotidien, le soir, plutôt que d'être tout seul sur tes réseaux sociaux ou à regarder des films, tu joues à des jeux de société et Ouais. tout. Donc la communauté en général, ça me manque et j'essaie d'en ramener dans ma vie. Ouais. Tu dis que tu as eu une enfance très plaisante, très cool, mais alors, la fameuse faille narcissique qu'on a toutes et tous quand on fait des blagues sur scène, elle vient d'où? Je pense que ça vient de ma taille. J'ai été très complexée par ma taille jusqu'à mes 14-15 Parce que ans. tu es plus petite que les Je autres? suis très petite, ouais. Ok. Je fais 1m53 Ok. et donc je les ai atteints vraiment à 15 ans. Donc j'ai toujours fait 2-3 têtes de moins que les gens quand j'étais Ouais. au collège. Je faisais physiquement 3-4 ans de moins que mon âge, quoi. Ouais. Donc quand t'as 13-14 ans, que ton but c'est de plaire aux garçons, voilà, et Ouais. que t'as l'air d'avoir 11 ans, c'est en tout cas moi je Sauf trouve si ça tu tombes sur des violent. ados pédophiles. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment Ouah, l'idéal. c'est terrible, putain, je l'ai pas vu venir. Oui, désolé. Non, c'était incroyable. C'est Très bonne comédie, très problématique, Pardon. mais drôle. Et donc, je pense, l'humour c'est un peu peut-être une forme d'intelligence ou de maturité. Ouais. Donc au repas de famille, quand on pensait que j'étais une enfant de 10 ans, je voulais Oui. faire de l'esprit peut-être. Bon, après c'est mon interprétation que je me suis racontée au fur et à mesure des années, mais moi j'ai toujours voulu qu'on me remarque, quoi. Voilà, je sais pas pourquoi. On avance dans la journée, on approche de la soirée tout doucement. Donc là, le soir, tu es sur scène au théâtre Édouard VII à Paris ou en tournée. Mais quand tu joues pas sur scène, qu'est-ce que tu fais de tes soirées concrètement? Soit du sport, Ouais, soit de la cuisine, ouais, soit je vais voir du stand-up. ok. Il Voilà. y a un Et- truc actif en tout cas. Il n'y a pas de
je suis en PLS, en position fétale sur mon canapé et je fais rien. Ça m'arrive rarement. Ok. Et je lis Ok. lis beaucoup. Voilà, quand si je fais ça, c'est. Ah, qu'est-ce qu'on lit? En ce moment, je lis La chorale des maîtres Boucher, Oui. des romans. Donc je lis des Ok. romans. Ouais. Et c'est un chef-d'œuvre de littérature incroyable. Je trouve. Enfin, au début, j'ai repris avec des romans de gare parce que en gros, j'ai arrêté de lire pendant des années, Ouais. comme beaucoup de gens. J'ai repris il y a 2-3 ans à peu près, en lisant des espèces de dystopies écolo. Oui. Notamment un livre qui s'appelle Dans la forêt. Donc c'est que des. Au début, j'ai repris que avec des livres d'effondrement, quoi. C'est l'effondrement de la civilisation. Bientôt le feu, j'ai lu récemment. Après le monde, enfin plein de trucs comme ça. C'est souvent des dystopies féministes. En gros, c'est la fin de notre société d'aujourd'hui. Et il y a les meufs qui sauvent le monde, quoi, pour une société bien plus stylée. Je te la fais bref. Ouais. Et puis de plus en plus, je me suis remise carrément à la littérature où il faut quand même avoir un peu d'espace mental, accepter de lire doucement et tout. Et je trouve ça fabuleux les livres parce qu'il n'y a aucun autre art où tu peux autant te mettre à la place aussi longuement de gens qui pensent pas comme toi. Quand t'es dans des personnages, dans des romans, tu vois vraiment des gens qui ne pensent pas comme toi, qui agissent pas comme toi, et même dans les films, même si c'est subjectif selon les personnages, tu vois pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent. Tu vois, là, on dissèque vraiment ah ce qu'il ouais. y a à l'intérieur de leurs émotions, de leur tête. Tu restes pendant 150 pages dans la tête de quelqu'un, c'est incroyable quoi. Ça existe dans aucun autre art. Donc je suis bienveillante avec moi-même, je me mets pas de pression de il faut que je lise absolument, mais c'est revenu dans mon quotidien et ça c'est trop bien. Si tu devais échanger ta soirée avec celle de quelqu'un d'autre, ce serait qui? De qui t'aimerais vivre les soirées? Ben vraiment un humoriste qui a plus de succès que moi quoi. Genre Florence Foresti, Ouais. Farid à Roland-Garros. Ah mais donc tu voudrais faire? Ouais, bah pas la veille hein. Non, ouais, je voilà, bien avoir l'angoisse de jour- Florence le Foresti. jour, le jour où ils, Gad, au ils Dôme font de un Paris, zénith voilà. ou un truc au Dôme de Paris et exceptionnel. tout, ouais. Ok. Mais pas le lendemain du Dôme de Paris, hein. Moi, je veux le soir du Ouais, Dôme ouais. de Paris. Au moment de la standing, Voilà. quand tu rentres et que Non, il y a tout le des... spectacle. Moi, je veux vivre Ok, le tu veux- spectacle. Mais donc t'as une envie de grande salle là. Enfin, t'es déjà en vrai. T'es à Édouard VII. Ouais. C'est quoi la jauge? C'est 700. 50. 750. Ouais. C'est une grosse salle en vrai. Ouais. Ça commence à être dans les vraies grosses salles parisiennes. Et puis tu y es plusieurs fois par semaine. Tu commences à avoir l'envie des très très grosses salles. Ouais. Je t'avoue que ça va arriver, mais je laisse le suspense. Bien sûr. Parce que on fera la promo plus tard. Oui, j'ai cette envie, mais c'est surtout que c'est ce que, enfin, sans me poser de questions là, spontanément, Ouais. c'est ce que j'aime faire le plus au monde, quoi. Jouer du stand-up, rigoler avec les gens, improviser, c'est... Non, mais tu sais vraiment cette impression quand t'es sur scène que t'es exactement là où il faut être. Oui. Pendant très longtemps, pour moi, c'était le seul moment où tout était apaisé, quoi. Tout était apaisé, je me posais plus de questions. Parce que t'es au bon endroit au bon moment. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment un truc de... T'es vraiment au moment présent, là où il faut. Donc c'est ce que j'aime le plus faire. Après, je serais très contente si je continue à jouer dans les salles qui me correspondent. Tu vois, c'est pas le délire de grandeur et tout, mais juste jouer devant un bête de public, quoi. C'est Ok. trop bien, genre. Ok. Donc après la soirée, il y a la nuit, l'endormissage, les rêves. Est-ce que dans tes rêves, il y a du calme ou alors dedans, t'es toujours en train de tuer une dizaine de personnes à main nue? C'est vrai que je dis ça sur scène. Tes préférences. Non, moi j'ai des rêves épiques, ouais. Beaucoup de colère, de violence, enfin de Oui. vraiment des... Je suis ninja la nuit, parce que dans la vie, là, en ce moment, je me suis mise à la boxe. J'ai l'impression qu'il y a 1000 vies sportives. J'adore le sport. Bah voilà, moi je me fais mal contre le sac de frappe, quoi, Oui. mais pas la nuit. La nuit, vraiment, je rêve de beaucoup de violence ou de voyages épiques. Genre, je suis sur un bateau qui fonce sur l'eau. J'ai des rêves incroyables. Je me réveille en me disant, oh, c'était ouf. Et t'as jamais mélangé l'épique et la bagarre? Tu as jamais tapé des bateaux en mouvement ou des choses comme ça? Si, c'est toujours des aventures, c'est des épopées, T'as quoi. des films d'action en Ouais. fait dans les rêves. Ouais. Dernier moment de cette interview. Il faut répondre vite à tout un tas de questions. C'est sur le meilleur moment pour faire quelque chose dans la Ok. journée. Le meilleur moment pour appeler sa mère. Pff, ça serait bien une fois par semaine. Ce serait bien, oui. Faut Ouais. que je fasse. Pas appelé depuis 2004. Aïe, aïe. Le meilleur moment pour casser une banque. Si c'est des mauvaises banques polluantes, Oui. tous les jours. Ok. Société Générale, BNP Paribas. Ouh, je suis au 2. Je suis au 2. Le meilleur moment pour envoyer un texto à son ex. Pas la nuit bourrée, hein. Non. N'importe quel autre moment. Le meilleur moment pour dire à son boss qu'on démissionne. Dès qu'on le sent. Ok. Le meilleur moment pour avoir le sentiment qu'on est une merde. Jamais, faut être bienveillant envers soi-même. J'aime cette positive attitude. Le meilleur moment pour convaincre un homme de droite. Ben, quand on couche avec lui, hein, c'est... C'est vrai que ça marche. Ouais, ça m'a... Ça marche du tonnerre, hein.
Non, parce que moi, j'ai déjà convaincu des T'as hommes couché de avec droite. un homme de droite, ouais, en En couchant couchant, avec eux. ouais, bien sûr. Je suis prêt à aller très loin pour la gauche. C'est quoi le meilleur moment pour faire l'amour? Moi, j'aime bien quand c'est improbable. C'est peut-être pour ça que je garde pas de partenaire Ouais. longtemps. Mais genre vraiment, le moment où c'est pas prévu. C'est jamais le moment où t'es bonne, parfumée, propre, où tu reviens de date. Ok. Ça va être toujours quand tu croises ton voisin hyper spécifique. Non, allez, on arrête. Le meilleur moment pour mourir. Le moment où t'as réalisé tes rêves. C'est très bien ça comme Ouais. réponse. Dernière question. S'il y a une journée, une seule journée que tu devais revivre éternellement, petite Ouais. question sur Nietzsche, machin, l'éternel retour, ce serait laquelle? Ça serait une journée où j'ai fait un grand voyage à vélo. J'ai fait Paris-Copenhague pendant une journée. Oui. Ça a pris 1 mois. Mais j'adore faire du vélo. Et là, j'étais avec l'un de mes meilleurs amis. Et on faisait cette aventure. Et quand tu fais plein de vélos, que tu te déplaces dans la nature comme ça, c'est incroyable. Voilà. J'aime beaucoup, je me suis projeté à un moment donné, j'étais sur le vélo, sur les routes Ouais. du Tu nord de campes l'Europe. Ah, ouais, c'était pas dans mal. la forêt et tout, c'est C'est mignon. incroyable. Swan, merci beaucoup d'être venu. On rappelle pour les dates, la promo, t'es au théâtre Édouard VII à Paris jusqu'au... 18 décembre, 18 tous les mardis et décembre. mercredis à 19h. Et après, c'est de la route, c'est de la tournée. C'est de la tournée à fond. Il y a plein de villes, j'ai vu, il y a du Lille, le théâtre Sébastopol, il y a Lyon, il y a de la Bourse du Rennes, Travail, Nantes, Toulouse. il y a du IFTO, il y a des villes qu'on ne connaît pas, évidemment, et c'est bien, et c'est bien d'y aller. Exactement. Lyon, Mais t'as une enfin, tournée plein. jusqu'à mi-juin, si je dis pas de bêtises. Ouais, même après. Je sais pas Même trop si les au-delà, dates voilà, sont... après, ouais. voilà, il y a du... Voilà, On exactement. va chercher les heures d'intermittence, c'est ce qu'on Voilà. Merci beaucoup C'est d'être ça. venu, C'est un c'était grand cool. plaisir, ouais, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci Pablo. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode exceptionnel de ton quotidien. Si vous avez aimé, parce que vous l'avez aimé, je le sais, pensez à poser un petit pouce, un commentaire sympathique et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ce qui serait très grave en fait quand on y pense.